idea was to put a tour, a combination of different acts on the same stage for a variety of musical styles. I wouldn't say it was a traditional review, but it was in the traditional form of a review. That's all clumsy bullshit. You know, I'm trying to get to the core thing. To the core of what this Rolling Thunder thing is all about, and I don't have a clue because it's about nothing. It's just something that happened 40 years ago, and that's the truth of it. Why don't we go down that road? Okay, we can. Let's go. All right, let's go. I don't remember a thing about Rolling Thunder. Okay. I mean, it happened so long ago I wasn't even born. You know. So what do you want to know? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 41. Petite citation pour commencer et une vraie cette fois. La folk musique était un paradis auquel j'ai dû renoncer comme Adam a quitté le jardin d'Éden. C'était simplement trop parfait. Quelques années plus tard, c'est une tempête de merde qui s'abattait et tout commencerait à brûler. Les soutiens-gorge, les livrets militaires, les drapeaux américains et les ponts derrière soi, tout le monde se croyait arrivé. La psyché du pays allait changer et de bien des façons ce serait la nuit des morts vivants. Ma route était semée d'embûches, je ne savais pas où elle mènerait, mais je l'ai suivie. Un monde étrange s'ouvrait devant moi, monde d'orage dans une boule de foudre. Beaucoup se sont trompés et n'ont jamais compris. J'ai foncé tout droit, la porte était grande ouverte, une chose est sûre, ce n'est pas Dieu qui commandait, mais ce n'était pas le diable non plus. Bob Dylan, Chronique 2004. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, nous l'avions annoncé la semaine dernière, émission spéciale consacrée à Robert Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, à l'occasion de la diffusion sur Netflix du documentaire Rolling Thunder Review Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Donc nouveau long métrage documentaire de Martin Scorsese consacré à Bob Dylan après son No Direction Home en 2003 si je ne m'abuse. 2005. Au mi-temps des années 2000. Voilà. Et donc nous allons revenir sur le nouveau documentaire de Scorsese et son rapport avec la musique de Bob Dylan, et plus largement nous allons revenir sur les différents avatars fictionnels et documentaires de Bob Dylan au cinéma. Et pour parler de ce jeu programme, évidemment, nous avons la fine fleur de la critique cinématographique et musicale du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous, et une question, où est Steve? Et il y a bien évidemment avec nous Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et de retour dans l'émission, car il ne vient que pour des sujets d'importance, c'est-à-dire pour parler de polar, de football ou de musique, il y a Mathieu B. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc vous êtes ici mon cher en tant que spécialiste de Bob Dylan et de la musique contemporaine de manière générale. Pas spécialiste du tout. Amateur éclairé. Ouais, voilà. Et à la mise en son de cette émission, donc il y a bien évidemment Gal. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Voilà, Gal qui au fur et à mesure de ses pérégrinations capillaires essaye de ressembler aux différentes variations de Bob Dylan au cours de sa vie. Une expérience, un happening assez étrange, mais néanmoins toujours fascinant. Là, elle est revenue vers 1962. Exactement. Voilà, en fait, maintenant, je commence à ressembler à Kate Blanchett. On a plus Christian Bale. Oui, c'est vrai, c'est plus Christian Bale dans I'm Not There de Todd Haynes. J'aurais préféré Kate Blanchett que Christian Bale. Hein. Ça va venir. Donc voilà, donc nous reviendrons sur le film de Todd Haynes aussi au fur et à mesure de cette émission. C'est la dernière émission en direct pour cette année. La semaine prochaine, Mathieu vous concoctera une petite mixtape consacrée à la musique de Bob Dylan, donc, et ce sera la dernière de la saison, et nous nous retrouverons bien évidemment en septembre. Pas de news, pas d'agenda, parce que de toute façon c'est l'été, vous aurez autre chose à faire que d'aller voir des films au cinéma en France, a priori. Hein. Certains même iront peut-être au cinéma, mais à l'étranger, dans des pays fort lointains, n'est-ce pas docteur? On espère. Dans des contrées
dangereuse et remplie de sinistres énergumènes d'autochtones. À demi rastaquaires. Voilà, et pareil pour Thibaut d'ailleurs, hein, c'est vraiment des globetrotters. Hein. Ah bah, Vous allez en Vendée. Hein ouais, on va à Saint-Jean-de-Mont. Non, parce que effectivement, on connaît des gens qui partent en Vendée pendant les vacances. Ça c'est vraiment inhospitalier. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story par Martin Scorsese, qui est disponible depuis quelques semaines sur Netflix et qui est un film assez particulier à la fois dans ce que ça raconte, donc c'est-à-dire dans la tournée 75-76 de Bob Dylan avec la Rolling Thunder Review aux États-Unis. Un film assez particulier aussi pour Martin Scorsese et dans ce que ça raconte. Donc la Rolling Thunder Review, on va remettre un petit peu en contexte dans la carrière de Bob Dylan. Donc tournée 75-76, il n'a plus fait d'apparition en concert depuis 1966. C'est son célèbre accident de moto qui concluait... L'accident c'est en 69. En 69, voilà, c'est ça, qui d'ailleurs concluait le documentaire de Martin Scorsese, No Direction Home, qui revenait sur toute la carrière de Bob Dylan de ses débuts jusqu'à ce fameux accident de moto traumatique. En tout cas, c'est un événement important dans la vie de Bob Dylan. Et qui a introduit I'm Not There de Todd Haynes. Voilà, exactement. Vraiment presque fondateur, en tout cas. C'est son point commun avec Kitano. Ah, il y a aussi... Kitano, il y a un accident de... Et avec quoi Oui, Coluche, Coluche s'en est pas trop relevé, quoi. Voilà. Sa carrière a un peu marqué le pas après. Oui, mais n'empêche qu'elle a vraiment décollé après. Too soon, mec, too soon. Donc je disais, plus de concerts depuis 1969 et Dylan qui par contre continue à produire une palanquée d'albums tous plus passionnants et formidables les uns que les autres, parce qu'il c'est un chanteur-compositeur qui a toujours au cours de sa carrière tenter de recomposer, de remettre à plat sa propre musique et les choses que les spectateurs et que les auditeurs pouvaient connaître de sa musique et du personnage Bob Dylan justement. Et donc en 75-76, il décide de réunir une palanquée d'amis, une sacrée tripotée de musiciens absolument formidables. Il y a Mick Ronson qui bossait déjà, qui rebossera après avec David Bowie. Il y avait le jeune prodige David Mansfield notamment, qui était un multi-instrumentiste, qui après composera les bandes originales. C'est un peu égal aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qui composera après par la suite les bandes originales des films de Michael Cimino, notamment La Porte du Paradis et L'Année du Dragon. Il joue dedans, non Oui, il joue dedans dans La Porte du Paradis. Il joue le joueur de violon qui fait du patin roulette. Qui a composé cette bande originale formidable. Et donc Mathieu, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le Bob Dylan de l'époque? Est-ce que en termes musical d'influence, 75-76, à l'époque où il lance la Rolling Thunder Review? Oui, on peut. Non, mais en fait, il faut repartir, comme tu as dit, à l'accident de moto, puisque c'est un accident de moto, on n'en sait pas grand-chose, cet accident. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est mis en retrait de la vie publique à ce moment-là. Il part dans les bois. Il est parti vivre à Woodstock, mais pas le festival, la ville de Woodstock, dans une maison rose. Parce qu'il a sciemment évité le festival de Woodstock aussi. D'où l'album de The Band Music from Big Pink. Et donc il s'est mis il s'est mis en retrait plutôt avec sa famille, ses enfants, sa femme Sarah, et il a arrêté ce qu'il a dit, mais en fait c'est plus ça qu'il a fait qu'un accident de moto, c'est qu'il a décidé d'arrêter la drogue, l'alcool, même le tabac. Ça sert d'exemple à tout le monde. Et donc il a changé d'orientation artistique aussi, puisque c'est vraiment l'époque, ça a été documenté ensuite par les Basement Tapes, qu'on ressorti sous différentes formes après, et qu'il a essayé de faire encore plus directement ce qu'il faisait depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire de revisiter à l'envers tout le folklore américain et de faire ce qu'on a appelé un peu par la suite l'Americana, c'est-à-dire d'essayer de retrouver ce que Graham Parsons appelait la musique américaine cosmique, d'essayer de retrouver ce qui fait l'essence de toutes les musiques américaines en fait. Et c'est ce à quoi il s'est attaché. Et après, ce qui a été dans le coup de 69 au début avec Self Portrait, avec tous les albums du début des années 70, c'est dans cette dimension-là. Et justement, vers 74-75, on peut imaginer, mais c'est toujours pareil, avec Dylan, il prend soin de ne pas expliquer. Donc c'est ce qu'on en comprend, qu'il est arrivé un peu au bout de cette phase Americana, pour dire vite. Et aussi à des changements personnels et tout, avec sa vie familiale et sentimentale. Il a des problèmes avec sa femme. Et du coup, à 75, il va sortir ces deux albums très différents et qui sont des chefs-d'œuvre qui tutoient ces chefs-d'œuvre des années 60. Son Desire et Blue on the Tracks. Et du coup, il a tout ça en stock. Il a une créativité d'un homme de plus de 30 ans
qui a vraiment fait le tour de ce qu'il avait à faire, qui est la plus grande star de tous les temps, et qui peut peut-être finalement commencer à faire des choses plus personnelles. D'autant qu'en plus, Dylan, au cours de sa carrière, donc il sera connu d'abord comme un protest singer, vraiment ancré dans un folk assez traditionnel, à la Pete Seeger, à la Woody Guthrie. Au fur et à mesure, il se mettra à chanter avec des chanteurs rednecks, ce qui passera très mal auprès de son public de base, donc avec Johnny Cash notamment. L'autre scandale, c'est qu'il passera à la musique électrifiée. C'est le scandale, c'est le traumatisme culturel américain du milieu des années 60. Voilà, et donc c'est vrai qu'avec ces albums du milieu des années 70, enfin milieu des années 70, il y a un truc musicalement qui je trouve très intéressant chez Dylan. À la fois, il perd un petit peu son côté de voix assez nasillarde qu'il a dans ses premiers albums, sa voix devient un peu plus rauque, et ça, il commence vraiment à la travailler de manière hyper intéressante, et il s'entoure du coup à chaque fois presque d'un orchestre, que ce soit avec le band ou bien avec le groupe qui va l'accompagner pendant la Rolling Thunder Review, qui sont que des musiciens tous hyper high, qui sont hyper forts dans tout leur domaine. Beaucoup sont multi-instrumentistes, et là il va vraiment... Mansfield, c'est vraiment le surdoué de la country, quoi, qui était en plus un mec qui était vraiment tout jeune, qui avait 19 mais c'est pour ça il a qui avait 19-20 ans, je crois. Un peu comme un autre artiste d'ailleurs, qui à mon avis a influencé la Rolling Thunder Review, dont on n'entend pas trop parler, dont Dylan était assez fan. Et on retrouve Dylan souvent à faire des chœurs ou de l'harmonica sur des albums, par exemple sur des albums de Leonard Cohen. On l'entend pas en fait, on sait juste qu'il est là. Des fois on entend un petit mec qui chante mal et faux, et on sait il y a Dylan dans les chœurs. Et chez Warren Zevon aussi, des mecs qu'il admirait en fait, qui avaient beaucoup moins de... Enfin, Leonard Cohen a eu du succès, mais Warren Zevon c'était beaucoup quand même... un peu plus confidentiel. Il y a eu du succès populaire, mais pas forcément en dehors des États-Unis. Ou Doug Sam, c'est pareil, je sais pas pourquoi je fais un petit détour là-dessus, mais à mon avis c'est pour ceux qui aiment cette période de Dylan, ça pourrait leur plaire, et notamment sur l'imagerie un peu... même si c'est pas que ça, c'est un peu mexicaine, un peu country, western. Doug Sam, c'est celui qui a inventé un peu la musique Tex-Mex mélangée avec le rock, et dont Dylan était un grand fan. Il a chanté aussi sur ses albums, et qui est pareil, qui est un peu plus connu dans le milieu, quoi. Et du coup, des chansons comme Romance in Durango, qu'on écoutera peut-être ce soir ou la semaine prochaine, avec ses côtés un peu western de carte postale, c'est les dime stories, là, les histoires qui coûtait rien, et c'est ça aussi qui a forgé Dylan. Je pense à ça parce que c'est les westerns où on écrivait la légende des mecs qui étaient finalement encore vivants, et en fait on racontait leurs exploits. Les J.C. James, ils étaient encore là, on savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux, et je pense que c'est un peu cet esprit là que Scorsese a essayé de refaire dedans. Donc Scorsese, les J.C. James, ils étaient encore vivants, les mecs disaient bah oui, je l'ai vu, c'est vrai, il a fait ça, mais en fait dans le bouquin c'était pas vraiment ça, puis finalement les gens craignaient ce qu'ils avaient fait, tu vois ce que je veux dire, et la confusion avec la réalité. Ça c'est un truc qui fascine Dylan depuis toujours. C'est là que Dylan est quand même plus fort que tous les autres artistes de musique populaire, c'est que sur son premier album, il avait déjà commencé à écrire n'importe quoi dans ses notes biographiques, parce qu'à l'époque, les albums sortaient souvent avec une grande notice biographique. Oui, il disait qu'il avait fugué à 15 ans pour aller voir Woody Guthrie, qu'il avait suivi les cirques ambulants, et il a fait ça quand même jusqu'à ce qu'il soit après trop connu pour qu'on... Mais dans ce cas, il s'est plus muré dans un secret, mais c'est-à-dire qu'il a tout de suite commencé à se forger une identité parallèle, quoi. C'est vrai, qui est un élément qui revient pas mal dans le film de Scorsese, sur la question du masque. C'est pour ça que j'allais venir, justement. Dylan, c'est un personnage qui est assez... c'est un personnage. Un perso qui est dur à cerner, justement, parce qu'au fur et à mesure de ses différents avatars, de ses différentes vies, on pourrait dire, il a toujours cherché à semer le trouble chez les journalistes ou bien chez les esthètes. Parce que même avec Scorsese dans No Direction Home, même si c'est factuel, il parle à coup de mystère, de formules, de poésie. Mais moi, après, on va peut-être parler plus en détail du film, mais c'est là qu'il y a une petite frustration aussi, parce qu'Am Dotzer, c'était un peu le projet de faire une fiction documentaire en montrant ses différents avatars, en montrant la façon dont il les crée, dont on peut s'y fier, dont c'est finalement sa véritable personne qui est à travers ses... Et là, maintenant, on a... Tout fan de Dylan sait qu'il a été comme ça, et on est plus finalement en recherche de vérité. Peut-être. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Et quand je vois le niveau des musiciens sur cette tournée, qui sont pas interviewés finalement. Par Mansfield très peu. Un tout petit peu Mansfield, mais Rob Stone, le bassiste, on le voit dans les extraits, il est tout le temps à côté de Dylan, il chante les chansons avec Dylan,
c'est un mec qui a joué avec absolument tout le monde. Et il a joué avec. Tu peux pas trouver un mec qui a enregistré dans les 70 quasiment sans avoir. Ouais, autant que lui. À part peut-être en Californie, quoi, mais sur la East Coast, c'est pas possible, et même en Angleterre. Et voilà, le fait. Après, ça se trouve, il est mort, j'en sais pas. J'ai pas vérifié. Mais bon, même Joan Baez, elle est peu interviewée, tu vois. Alors qu'elle est quand même extrêmement importante pour et Dylan, coup, et en plus, voilà, on peut parler de. Ouais, justement, je voulais venir sur le documentaire. Sharon Stone, elle est quand même largement interviewée. C'est vrai que c'est marrant. Voilà, parce qu'en fait, pour moi, c'est le principe du film, je pense, d'un projet qui était lié avec Dylan et puis Scorsese, c'est de faire un faux documentaire à partir d'images réelles, parce que finalement d'images réelles, tout le travail, c'est ça le truc, quoi. C'est que c'est un mensonge bâti sur un mensonge, déjà. C'est qu'elles sont aussi manipulées, c'est-à-dire que donc ils vont raconter a priori l'histoire de la Rolling Thunder Review, comment est-ce que la tournée s'est montée, qu'est-ce que Dylan voulait faire, qu'est-ce que les différents musiciens aussi voulaient apporter au truc, les poètes, parce qu'il y avait Allen Ginsberg, donc on va y revenir aussi. Mais sauf qu'il y a plusieurs éléments, il y a notamment 5 éléments importants du film qui sont faux, qui sont pipotés, notamment sur le promoteur de la tournée, sur le rôle de Sharon Stone. Et... tu vois, sur le promoteur de la tournée, c'est vraiment bien fait. Oui. Parce que tu peux pas... moi, je suis pas assez fan. Moi, je suis pas. Ouais, mais je connais même pas assez moi, Dylan, après, je regardais le film, j'ai envoyé des textos à d'autres copains qui étaient fans du Dylan. Je me suis dit, mais tu avais déjà entendu parler de ce mec et tout. Je me suis dit, non, après, c'est vrai qu'il est pas si important que ça. C'est un promoteur et ils l'ont trouvé parce qu'il a été peut-être qu'en 75, ou surtout le mec qui est censé avoir été opérateur, l'espèce de. Le Réal hollandais. Le Réal hollandais qui ressemble à Étienne Dao, là. Et qui arrête pas de gueuler, en contre Asie, tout. Étienne Dachau. Étienne Dachau. Ouais. Tu vois, lui, il est bidon. Lui, il est bidon aussi. Et du coup, c'est qu'après, en regardant, je vais quand même retrouver ces mecs-là. C'est bizarre qu'on n'ait jamais entendu parler d'eux dans des biographies, dans quoi que ce soit. Quelle cruelle déception. Moi, j'y ai cru parce que c'est pas une période que je connais bien du tout. Donc moi, c'est vrai que Sharon Stone, je me suis dit il y a quelque chose qui coule. Je me suis dit, elle a joué dans Casino. Là, c'est Scorsese qui amène Sharon Stone, mais par contre, elle joue bien. Non, puis tous. Moi, je trouve que c'est bien. Le pipote. L'histoire de sa mère là qui l'incite à aller. Qui l'amène après. En plus, l'anecdote est bien écrite parce que ça. Mais moi, pour le coup, j'ai pas discerné ce qui est vrai ou faux vu que en soi, ça marche bien. Mais les seules choses qui sont vraies finalement, c'est les lives, c'est les prises live. Après, il y a c'est les seules choses où on voit finalement le moins de filtre finalement entre Dylan et parce que même les trucs sans queue ni tête avec Allen Ginsberg quand il se balade et tout, c'est quand même mis en scène dans Ronaldo et Clara la plupart du temps. Ouais, donc là je vais revenir un peu là-dessus après. Mais par exemple, il y a des choses, tu vois, moi ça m'intéressait vraiment de savoir en tant que fan de la musique sur par exemple comment ils organisaient les concerts. À un moment, on voit une scène où Allen Ginsberg finit par se faire dégager. Ça paraissait vrai et c'est tout à fait possible, quoi. Et c'est le plus grand poète de l'époque. En fait, les mecs font non, on s'en fout. On n'a pas de place pour toi. On n'a pas de place pour toi. Et ils se retrouvent à pousser des caisses. Et ça, finalement, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Moi, je trouve ça assez dommage finalement le côté mytho et private joke qui prend le dessus sur. En soi, ça peut. En fait, il faudrait qu'après ça, ils sortent un vrai documentaire. Ouais, parce que c'est clairement, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Là, t'as l'impression que Scorsese et Dylan, ils se sont trop tripés à faire le truc. Et toi, tu dis c'est vrai que c'est marrant. En même temps, c'est une période qui est peu documentée, qui est hyper intéressante, qui est passionnante, et du coup, elle est toujours pas documentée, quoi. Mais après, ça paraît logique de faire ça parce que Dylan, donc, c'est un authentique héros américain, et Scorsese en fait reprend en grand cinéphile qu'il est, il reprend en fait l'adage de John Ford, imprimer la légende. Ouais, mais c'est sous forme de blague parce que dans ce cas, tu vois, c'est. Maintenant, c'est plus possible. Là, tout le monde sait que c'est. Il l'a sorti comme une blague, il l'a pas sorti comme un documentaire. Alors, parce que très vite, en fait, les trucs ont été dit comme quoi c'était trop gros pipoté pour passer, tu vois. Alors du coup, le film pose une question parce que moi, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on sait que Dylan a construit sa propre légende dès le départ et compagnie. Et ce point de vue de la part de Scorsese pour moi est hyper intéressant parce que Dylan c'est putain de Bob Dylan. Mais du coup, est-ce que le film, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il en deviendrait pas en fait obsolète? Pourquoi faire un truc? Ouais, moi c'est ça que je trouve en fait après Amnesty. En 2019, après on a dit voilà, c'est exactement ce que j'ai pensé. Je me dis il y a Todd Haynes qui a eu l'idée de montrer ça. Et maintenant, autant quelque chose de finalement à la fois plus intéressant pour tout le monde, mais aussi de plus pas transgressif, mais comment dire de plus performant, c'est de creuser ce qui a fait qu'il a été ça, quoi. Et ça demande une grosse analyse aussi. C'est pas de
d'en revenir comme si on était encore dans les années 70, on disait mais où est Dylan, que fait Dylan, qui est Dylan, qui est Dylan, pourquoi Dylan. Moi, je pense que quand tu es fan de Dylan, évidemment, ça semble évident. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'aujourd'hui, Dylan, pour la majorité des gens, en dehors des États-Unis, c'est personne. Hein, les gens ont complètement oublié ce mec-là. Les mecs savent pas ce qu'il a chanté. Ouais, mais ceux-là, ils vont pas regarder. Et surtout, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. C'est comme diffuser sur Netflix, quoi. Et je pense que c'est pas forcément. Ouais, mais est-ce que les gens vont regarder ça sur Netflix ? Si, moi, je pense que, tu vois, moi, j'ai vraiment, on va dire, découvert entre guillemets Dylan, moi, avec No Direction Home. Parce que moi, c'est un artiste. Mes parents écoutaient pas du tout ça. Moi, c'est un artiste qui, d'un point de vue à la fois générationnel et familial, culturel, était pas du tout un artiste. Qu'on écoutait chez moi, quoi. Donc quand t'es américain, Dylan, évidemment, tu connais, c'est un héros américain, mais quand t'es pas américain, je dirais, à moins d'avoir été bercé par Dylan, c'est juste un gars qui a chanté des chansons dans les années 60, quoi, tu vois. Mais tu vois, je sais pas, moi j'avoue que j'aime. Faut dire que par exemple quelqu'un qui connaît pas du tout sa carrière va regarder ça par curiosité et va prendre ça pour argent comptant. Non, je pense que justement en tant que néophyte, le fait que ça soit du fake et que ça soit dit que ça soit du fake, ça va impressionner. C'est que ça remet dans la tête des gens, à mon avis, un des trucs qui est vraiment important chez Dylan, qui est cette histoire de personnage, qui est le fait que c'est un mec qui a contourné la starification de manière permanente en inventant lui-même sa légende, et que finalement à l'époque des artistes, musiciens qui ont inventé leur propre légende, qui ont inventé leur propre personnage de scène, il y en a pas, je suis pas spécialiste en histoire américaine, mais il y en a pas 15 millions, quoi, tu vois. Enfin, à ce niveau-là, non. Après, Woody Guthrie, c'est pas un personnage. Woody Guthrie, non. Après, on voit le personnage, il chante, quoi, tu vois. Johnny Cash aussi. Ouais. Après, il y a plus des mecs du style celui qu'on voit par exemple dans le documentaire, Ramblin' Jack Elliott, qui était qui se donnait un personnage de cow-boy chantant, et voilà, basta. Après, ça n'allait pas forcément plus loin. Et Dylan, pour moi, c'est l'ancêtre justement de toutes ces espèces de processus qu'on a vu au Cinoche d'ailleurs, hein, avec comment il s'appelle. Alors de manière moins talentueuse, hein, mais avec comment il s'appelle, cet acteur qui a disparu, qui a planté James Gray sur un de ses films, sur The City of Z. Joaquin Phoenix, par exemple, avec le frère Affleck, avec Casey Affleck, qui ont monté toute une espèce de plan, et qu'on fait un truc à la Dylan pour moi, hein, franchement, ouais, qui sont vraiment la même démarche, mais en moins et surtout en moins durable, et en moins durable. Un genre de happening artistique. Oui, et après il y en a qui ont fait leur carrière sur le côté changement de personnalité, comme David Bowie, mais voilà, en faisant ouvertement, tiens, aujourd'hui je suis telle personnalité, c'est plus gros, la plus grosse ficelle, quoi. Et même finalement dans des genres extra hors de la pop ou de la folk, si tu regardes le hip-hop américain par exemple, qui est quand même vachement construit sur la politique de l'alias et du pseudo, des artistes comme Kool Keith par exemple, qui ont au moins 15 ou 20 alias, et qui ont 15 ou 20 identités à la fois musicales et textuelles différentes d'un album à l'autre. Je sais pas si c'est directement lié, mais je pense quand même que ça a infusé cette capacité de Dylan à se mettre lui-même en scène, c'est-à-dire à se voir lui, à avoir finalement un regard de metteur en scène sur lui-même. Après, c'est vrai que c'est quelque chose dans la musique assez particulier, de travailler quand même, sous pseudo et de multiplier les pseudos. C'est vrai que dans le hip-hop en plus c'est souvent ça multiplie à grande échelle. Mais après, Dylan, c'est d'avoir fait ça aussi en étant une des plus grandes stars mondiales. Voilà, c'est une des premières créatures médiatiques, mais c'est lui qui s'est créé médiatiquement. Après, voilà, on en revient à ça, et je pensais à Scorsese. Pour moi, c'est, si je remets ça aussi dans les derniers films de Scorsese, moi je trouve qu'il a tendance à arriver à chaque. On avait parlé de là, j'étais encore là quand on avait parlé du Loup de Wall Street, et je trouvais qu'il arrivait après la bataille, en fait, qu'il était moins subversif que l'actualité, que la réalité. 70 ans, enfin. Oui, voilà, je trouve que c'est un peu ça là aussi, quoi. C'est que genre, j'ai une super idée, et si on faisait des trucs faux et qu'on les mélangeait des trucs vrais. C'est vrai que pour le coup, en plus, Dylan, il y a eu un autre mais il y a eu le film des frères Cohen aussi, qui est sur un personnage fictif. C'est plus. Où Dylan apparaît à la fin. C'est une façon de parler de Dylan, parce que Dylan apparaît à la fin, et puis c'est dire, c'était quoi être un anti-Dylan, en fait, être Dylan sans succès. Et c'est une façon de parler de Dylan encore d'une façon détournée. Et les frères Cohen, eux, ils sont spécialistes de ça, de prêcher le faux pour avoir le vrai, et dans la tradition juive aussi, en plus, parce que finalement, Dylan, il est infusé par ça aussi, même s'il n'en parle pas de cette tradition juive d'Europe centrale. Et je pense que les frères Cohen, même si j'ai pas été un gros fan de leur film Insane Llewyn Davis, ils étaient beaucoup plus pertinents dans l'approche de Dylan
que Scorsese, là, moi je le trouve pas pertinent en fait. Après, ça. Et pour moi, Scorsese, s'il a un intérêt vis-à-vis de Dylan, c'est qu'il le connaît bien, qu'il est fan. Bah, tu vois qu'en et plus, que justement, il peut obtenir des choses. Et là, il est vraiment content d'être là en obtenir plus. des Quoi. choses. Ouais, il est drôle, il est en forme, il est en il super parle. forme, il est super drôle. Moi, je trouve que ça nous a rappelé qu'il était drôle déjà, Dylan. Ah bah oui, mais Parce ça, que Dylan, Dylan, comme ces dernières années, il a quand même eu un peu une réputation de connard, hein, notamment sur ses dernières tournées. De grincheux. Voilà, de connard, de connard. Moi, j'ai entendu des gens qui l'ont vu en concert qui m'ont dit un connard. Voilà. Ouais, donc, dans ces tournées, c'est un classique. Après, si on remet le film en fait dans le contexte de son époque, dont la Rolling Thunder Review c'est 75, et entre son accident de moto et 75, en gros, du coup, il fait plus de live. Du coup, on se pose des questions parce que c'est une superstar, ça alimente des rumeurs comme pas possible. On dit qu'il a été kidnappé par le FBI, c'est parti assez loin et compagnie. C'est comme Maître Vergès pendant 8 ans qui a disparu. Du coup, est-ce que Scorsese ne reprend pas en 2019 en fait le contexte de l'époque en fait, et de faire en gros de remettre en 2019 tout le questionnement qu'on pouvait avoir en 73, 74, 75 avant qu'il réapparaisse sur scène. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dylan, où est Dylan, que fait Dylan? Bah ça, sauf que ça, en 69. Juste un petit. Je parle sous contrôle de Mathieu par rapport au rumeur. En 69, si ça se trouve, il a pas eu d'accident de moto, on n'en sait rien au final. Et quand il sortait les Basement Tapes, à la base, même s'il y a eu une sortie après, c'était vraiment des Basement Tapes et les gens pouvaient pas les avoir. Et ça a été comme ça jusqu'aux années 90-2000 où la musique a circulé plus facilement. En fait, il fait sa promo, quoi, c'est ça. Il fait sa promo comme ça. Bah à l'époque il faisait pas sa promo, c'est juste il faisait un peu, disons, il jouait le mystère mais il s'en foutait, il avait plus rien à prouver ni de choses à vendre. Ouais, mais ça attire forcément. Il était déjà millionnaire. Hein. Bon, ça faisait partie de sa démarche. Faut lire les chroniques aussi. C'est un écrivain, Dylan. Donc mais je pense que c'est un mec qui veut pas qu'on le lise en lui, de toute façon. C'est un mec pour qui ce qu'il a à dire, c'est dans ses chansons. Point. Parce que c'est un mec qui sait qu'il est un petit mec normal du Midwest et qu'il a réussi à faire le casse du siècle. Simplement, il a compris son propre processus de starification au moment où il était en train d'advenir. C'est ça, il était en avance, tout petit peu en avance sur son temps. Mais dans le Scorsese, moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant. Alors peut-être qu'il est peut-être pas assez appuyé, mais je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant. C'est justement à quel moment revient Dylan. Il arrive, c'est-à-dire que parmi les premières images qu'on voit, on voit le discours de Nouvelle Année de Nixon, quoi, en 75. Et parce qu'il y a deux tournées, 75 et 76. Et c'est la période, c'est juste après la défaite américaine au Vietnam. C'est juste au moment du Watergate, c'est au moment de Gerald Ford et des attentats contre la personne du président, avec une espèce de c'est-à-dire l'impression qu'il revient sur un champ de ruines en fait, quoi. Où l'Amérique part en fumée. Hein. Voilà, et je trouve ça intéressant le parallèle. Alors même si ça peut paraître facile, mais je trouve ça plutôt bien fichu la manière dont Scorsese articule au fur et à mesure cette histoire d'époque en fait, justement. Et surtout comment la manière de Dylan, comment est Dylan en fait dans son jeu de scène, dans son body language sur scène, t'as l'impression que c'est un vampire. Et en fait, autant c'est que limite c'est le vampire de ce que tu disais, de tout ce contexte américain, on va dire 72 post-Vietnam, allez, on va dire ça comme ça. Et en fait, t'as l'impression que c'est le vampire américain qui revient du Mississippi, de cette personne qui a chanté dans le Mississippi et qui revient maintenant en fait. Alors à la base, ça a été un four financier cette tournée. Hein, parce qu'il voulait faire des stades. Il aurait pu remplir des stades. Bah, faut voir que c'était l'époque. D'ailleurs, ils en parlent. Où Crosby, Stills & Nash, ils faisaient 300 000 personnes. Ouais, voilà. Mais il l'avait fait l'année d'avant, de toute façon, avec The Band. Parce qu'en fait, c'est pas son comeback. Non, mais il revient tel le vampire. Et c'est ça, en fait, je te rejoins sur ce côté. Scorsese a bien joué son montage parce qu'il revient tel le vampire, en fait. Le vampire américain en fait, et il vient c'est le truc que dit Dylan à un moment dans le doc, c'est pour ça qu'il avait souvent des masques sur scène puis des maquillages. Une personne masquée dit forcément la vérité, et quelqu'un qui est à visage découvert, tu peux être sûr qu'il ment parce que c'est beaucoup trop louche de parler aussi naturellement et puis de manière pour moi, aussi simple. Ça dit tout. Hein, ça dit tout sur Dylan. Ah oui, c'est quelqu'un qui a jamais voulu se livrer. C'est un fils de petit commerçant du Minnesota. Et il a toujours essayé de faire en sorte qu'on sache jamais ça, quoi. Enfin, on le sait, je veux dire, mais que ça ressorte jamais, quoi. Non, mais de toute façon, c'est et après, pour revenir sur son accident de moto 69, voilà, c'est la marotte Easy Rider. Enfin, c'est pas quelle année ça sort. C'est le Nouvel Hollywood qui commence. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, c'est la fin des illusions. Des illusions. C'est le début des années 70. C'est Gimme Shelter. C'est voilà. Oui, ça coïncide avec tout ça. Et à l'époque, d'ailleurs, Dylan est dans que ce Easy soit Rider, It's Alright Ma. Que ce soit un hoax ou pas, qu'il ait eu un accident ou que ce soit juste qu'il avait envie de vacances. Aujourd'hui,
Voilà, dans le contexte de l'époque, un mec peut mentir sur ce qui lui arrive pendant 3 ans. Aujourd'hui, au bout de 5 minutes, il y a un mec qui le prend en photo. Et non, justement, c'est ça que paradoxalement, c'est que les vrais escrocs et les vrais menteurs, finalement, arrivent toujours à leur fin. Quand tu vois certains grands scandales qu'il y a eu dans les dernières années, il y a des mecs qui continuent. Comme quoi, par exemple, comment il s'appelait ce mec qui se déguisait, qui se faisait passer pour un pote de star, un Français? Christophe Rocancourt. Voilà, Christophe Rocancourt. Oui, des escrocs professionnels. Milli Vanilli. Non, je dis pas que Dylan est un escroc. Je dis mais par contre, je dis que Dylan aurait été un très bon escroc. Ça aurait été un excellent escroc s'il avait plongé du point de vue crime, des célébrités du showbiz, tout ça, on peut pas, tu vois, personne peut se cacher, personne peut cacher de la musique ou voilà. On va faire une pause musicale en écoutant justement un extrait de Live de 75 de la Rolling Thunder Review. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Bob Dylan avec Oh Sister, donc extrait des bootlegs numéro 5 de la Rolling Thunder Review. Donc nous parlons de Bob Dylan et du documentaire de Martin Scorsese, Rolling Thunder Review et Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Donc c'est bien Bob Dylan Story, donc c'est bien une histoire de Bob Dylan qui raconte n'importe quoi parce qu'il est vraiment trop content une fois de plus de pouvoir brouiller les pistes. Et donc nous parlions avant cette pause musicale de la fin des illusions et des années 60. Avant ça, Thibaut mon cher. Oui, c'était juste pour terminer sur cette question de la fiction, de la réalité et du côté amusement en fait de Martin Scorsese. Il faut pas oublier que le film en fait s'ouvre en fait sur un film de Méliès qui s'appelle un film de Méliès. Sur le premier film de Méliès, Escamotage d'une dame chez Robert Houdin, donc de 1896 et en fait qui on va dire qui a popularisé un effet spécial qui s'appelle l'arrêt caméra. En fait, juste pour la petite histoire, Edison a fait ça 1 an avant chez The Execution of Mary Queen of Scots, voilà. Mais voilà, du côté il y a un effet spécial, donc c'est l'invention en gros de la fiction. On ne capte plus le réel, on construit une représentation. Et il y a l'effet spécial de l'arrêt caméra. Donc voilà, en fait, ce film-là est un effet spécial. Voilà, il faut pas oublier non plus la déclaration d'intention de Scorsese via l'utilisation en fait de ce court-métrage de Méliès. De toute façon, Scorsese, voilà. C'est juste là où, du coup, il brouille quand même les pistes, c'est qu'il reprend le même dispositif en fait que dans No Direction Home. C'est ça qui... Je l'ai pas vu moi No Direction Home. C'est le même dispositif, c'est une alternance d'entretien avec Dylan, quasiment dans le même décor, voilà, sur fond noir, ils discutent. Ils discutent tous les deux et ils alternent avec des archives et du coup dans No Direction Home c'est du pur documentaire et du coup là vu que c'est exactement parce que si ça avait été fait différemment ça aurait peut-être plus mis la puce. Mais là j'avais cru lire que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait un interview face caméra Dylan pour ouais je crois qu'il en fait rarement. Ils l'ont fait que pour Scorsese quoi. Ils l'ont fait quasiment jamais parce que de toute façon il a plus besoin de parler à la presse puis ça l'emmerde parce que les mecs lui posent toujours la même question donc de toute façon ça se voit ça fait bien longtemps que ça l'intéresse plus. Dans Don't Look Back ça se voit son rapport à la presse. Sur les autres, il a un mépris incroyable pour les médias parce qu'en plus il sait qu'il peut les manipuler comme il veut. Et il le dit dans donc évidemment qu'il a un mépris pour cette espèce de puis même quelque part pour les fans, enfin pour les fans en tout cas qui cette espèce de grappe de gens là qui se mettent autour de lui alors que lui est tout frêle et puis t'as toujours d'ailleurs dans le film. Puis les piques-assiettes. Les piques-assiettes. Carla on parlait justement sur l'effet troupe et puis l'effet pique-assiette qu'on voit dans le doc de Scorsese avec notamment le personnage du journaliste Larry Sloman dit Razzo qui a écrit un gros bouquin d'ailleurs sur la tournée qui a été traduit en français où le mec il est quand même unanimement considéré comme une petite merde et un sale fils de pute et donc ça c'est vrai par contre. Oui ça c'est vrai. Razzo c'est une merde quoi. C'est marrant de faire croire qu'il était trop cool alors qu'en fait tout le monde l'aimait alors que tout le monde le teste y compris lui dans son bouquin il l'avoue que de toute façon plus personne ne pouvait le blairer. Effectivement ça participe vraiment à ce côté des fans de Dylan qui sont prêts à tout pour lui sucer la bite à dire à quel point il est génial et vraiment essayer de grappiller les quelques miettes de gloire y a que John Dylan Baez pourrait aussi, balancer. Il y a John Baez alors c'est pareil je sais pas si c'est vrai ou non mais il y a John Baez qui raconte qu'elle mettait du maquillage et c'est vrai qu'il y a des photos où c'est vrai que là il y a un côté un peu troublant. C'est dans Ronaldo et Clara. Il y a un côté un peu troublant où elle se maquille comme Dylan et alors donc elle raconte une histoire où elle raconte qu'elle va à la cantoche au catering pour prendre un verre et en fait elle imite Dylan et tous les gens qui la connaissaient et qui étaient avec elle dans la tournée en fait se rendent pas compte et sont tellement
fasciné par l'image en fait que tout d'un coup tout le monde lui demandait est-ce que ça va, est-ce que t'as bien fait caca, est-ce que tu vois, enfin, et alors je sais pas si c'est vrai. Avec John Bess c'est très difficile de savoir quand t'es plaisante et quand t'es plaisante pas. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le film, en fait, Charleston elle parodie cette fan qui essaye de se rendre intelligente auprès de Dylan, et tu sens que lui la traite littéralement comme une grosse merde, comme une petite sotte. Ouais, et enfin en fait c'est ça, il méprise carrément ses fans, quoi. Mais on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai. En fait, c'est ça le truc. On n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai, puisque c'est raconté par des gens qui bidonnent. Donc, Mais du coup, sur l'image aussi un peu cassante que pour avoir Dylan, ça a été vachement, connu et puis presque mis en scène dans les 2 documentaires de Dieppe Pennebaker sur la tournée anglaise en 65, donc Don't Look Back et 65 Revisited, où justement on voit juste Dylan en tournée qui fait des concerts en Angleterre et entrecoupé avec des scènes plus intimes dans l'hôtel, ou bien quand il donne des entretiens où là vraiment il est cassant avec tout le monde. À des charges de Dylan quand même, ça a été une épreuve, cette tournée là, et dans No Direction Zone je trouve que Scorsese le montre très bien à quel point le public est hyper hostile, quoi. Enfin, mais aussi, enfin là, passe pour un traître, quoi, tu vois. C'est plus 75, 76 et en 77 il divorce, donc peut-être qu'aussi il est en instance. Oui, c'est pour ça qu'il a écrit à la même époque la chanson Sarah pour sa femme puis tout l'album Sarah de Dylan. Tracks, hein. Oui, puis tout l'album de manière générale, où effectivement là il se met pour le coup vraiment à vif. Oui. Parce que Sarah elle est sur Desire. Oui, c'est vrai, exact. Alors après, est-ce que refaire une tournée de 2 ans avec Joan Bess, qui est quand même son ex, qui est quand même une femme qui a été importante dans sa vie, au début de sa carrière, est-ce que ça va pas précipiter un peu aussi les... Enfin, tu vois, est-ce que ça va pas compliquer en 65 en 75. Il y avait je pense qu'en 75 l'eau avait déjà... Il y avait déjà de l'eau dans le gaz. En 65 elle est venue avec lui, et c'était l'époque où elle était encore la grande star. Ouais, parce qu'elle a toujours été, mais c'est vraiment elle qui faisait la pluie et le beau temps dans le folk et tout, et qui avait finalement lancé Dylan vraiment en grande partie. Et l'histoire veut qu'il est quand même qu'il n'avait pas forcément envie de l'avoir dans les pattes, et qu'il la laissait pas monter sur scène, et qu'il était pas cool avec elle, quoi, tout simplement. Un peu goujat. Voilà, un peu macho, ouais. Ah il faut évoluer, hein, c'est un garçon de 65. Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment spécifique à leur relation. Oui, puis je pense que c'est une relation qui était compliquée, je pense, quand t'as 2 artistes comme ça, puis qui sont un peu importants dans un domaine musical, dans un genre musical. Artistiquement en plus, c'est pas que si on regarde pas que des relations de couple. Si on regarde dans le Look Back, s'il y a un artiste par contre qui se fait pas nourrir musicalement, c'est le pauvre Donovan. Donovan, et c'en est plein la moule. Alors et encore il y a des trucs qui sont pas dans le qui se prend chant contre chant en termes de chante-moi une belle chanson, et oh là 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 là. Et il y a le regard de Dylan. Je sais plus si elle est dans le film où genre tout le monde est en train d'écouter Dylan et il chante, je sais plus, Love Minus Zero, enfin un chef-d'œuvre. Et après il fait à Donovan, vas-y joue une chanson. Enculé. Et genre du coup c'est déjà pas facile pour Donovan de passer après, quoi. Il va pas chanter Mellow Yellow ou un de ces trucs pourris, quoi. Et sachant qu'il a pas fait que des trucs pourris, hein, Donovan, quand même. Pas terrible, ouais. Et du coup il chante sa chanson et Dylan fait je crois que je la connais. Il fait en fait c'est moi qui l'ai écrite, parce que en fait c'était juste une ressucée de tout son répertoire. Et il y a des regards qui ne trompent pas, et là il y a un regard. Déjà il y a une petite scène qui est assez drôle dans The Clunk Back, où il est à l'arrière, je crois que c'est avec Bob Ruiz. Ouais. Un de ses acolytes, et genre il a le journal et il signe une conférence de presse, je sais plus quoi, et lui il est au fond de la salle avec son copain, et il regarde une coupure de presse avec Donovan, il fait Donovan, notre prochaine cible. J'aurais décidé de se le faire. Ouais, c'est un peu, moi je trouve un peu injuste. Donovan était pas un garçon de tout le côté enfoiré de Dylan. Toute une clique comme ça, voilà. C'était un gentil, c'est un peu facile. Ouais, mais il y en avait aux États-Unis aussi, ils ont été toute une dizaine à avoir du succès. C'est ça. C'est un côté un peu Metallica, tu vois. Je trouve un peu virage de bassiste au réveil d'une cuite, quoi. Ouais, après ils se connaissaient pas, je pense que c'est qu'il n'a rien à foutre. Ils savaient reconnaître un mec qui était un tartuffe. Un médiocre, hein. Tout simplement. Et donc effectivement, les docs de Pennebaker ont largement, je pense, contribué à l'image publique de Bob Dylan, en tout cas à l'international, en dehors de ses concerts, ce côté un peu cassant, presque un peu cynique par moment, enfoiré, non, c'est un enfoiré. Et volontiers secret, qui justement aime bien renvoyer bouler des gens. Et donc au fur et à mesure de ces passage devant la caméra, que ce soit la fiction ou bien dans le documentaire, il va à chaque fois façonner une nouvelle manière de se montrer, comme par exemple dans le film de Peckinpah, Paddy et Billy the Kid, où il joue un mystérieux lanceur de couteaux qui s'appelle Alias, d'où la question de James Coburn, et toi tu es qui ?
C'est une bonne question, qui est la question récurrente de Bob Dylan. Ce rôle dans le sur-chef-d'œuvre de Peckinpah, on le répétera. Dont il a d'ailleurs composé la musique, c'est un film qui est très bien d'ailleurs. C'est un film absolument bouleversant. C'est un immense film. La plus belle mort de personnage. Et en fait, Dylan fait du Dylan, même si le scénar est. On pourrait croire que le scénario est écrit pour Dylan, en fait, c'est assez fascinant. Le truc, c'est que dans Pat Garrett et Billy the Kid, il n'y a pas que Dylan, quoi. Il y a quand même Chris Christopherson, qui n'est pas n'importe qui, quand même. Hein, c'est-à-dire que c'est marrant, parce que le film pourrait fonctionner très bien sans Dylan, ce serait quand même un chef-d'œuvre. Évidemment. Mais Dylan ajoute la. Mais ouais, il arrive à s'intégrer sans que ce soit juste un caméo un peu. Non, il est très bien. Il est à sa place. Mais comme Chris Christopherson est à sa place et Peckinpah, moi je trouve qu'il avait ce talent pour voir dans des chanteurs, tu vois, des chanteurs populaires, des incarnations de l'Amérique qu'il pouvait placer dans ses propres films. Mais Chris Christopherson, je me demande en plus si c'était pas le narrateur de I'm Not There. Si, c'est lui le narrateur. Donc en fait, voilà. Et justement, Christopherson. Scorsese est très fan de Christopherson. Et Dylan, justement, Dylan, dans le film de Peckinpah, ça se raccorde avec ce que tu disais, Mathieu, en début d'émission, sur son rapport à l'Amérique, à l'Americana, au western, aux Indiens, et ce qui sont aussi plein de motifs qui se retrouvent dans la Rolling Thunder Review, sur le côté un peu justement troupe, les grands costumes, le rapport aux Indiens, le retour à la terre, le côté cow-boy avec le chapeau que maintenant Dylan aborde tout le temps sur son crâne depuis son Never Ending Tour en 1988. Justement, on voit dans Rolling Thunder Review et dans Ronaldo et Clara les concerts qu'il fait pour les Indiens, avec les Indiens, et ce rapport qu'il a avec les Amérindiens, qu'il a quand même, il a un rapport assez profond, en tout cas assez passionnel, en tout cas, critique de l'Amérique, parce que voilà, par rapport à la musique noire aussi, c'est un des meilleurs passeurs aussi, paradoxalement, quoi, depuis l'époque de la lutte sur les droits civiques, et il y a des anecdotes où il va voir des bluesmen et il se fait en gros valider par des grands bluesmen du Delta, alors que c'est très très rare, quoi. Mais parce que dans l'Americana, il y a quand même cette idée-là aussi d'une équivalence, mais qui est un truc qu'on retrouve finalement quand tu écoutes de la musique néo-orléanaise, où la musique néo-orléanaise, même si elle est différente évidemment, je veux dire, de ce que fait Dylan, mais il y a quand même cette histoire d'équivalence, c'est-à-dire que les Indiens, les Noirs, les Blancs, c'est le même terreau. En fait, c'est l'universalité de la musique américaine, c'est ces trois. Comme tous les grands, et la musique mexicaine, tous les grands musiciens, et même européenne, avec et la musique européenne, les Viennois, les Viennois. Et Dylan, comme la plupart des grands musiciens américains, est fasciné par la Nouvelle-Orléans. Il y va souvent, il en parle dans ses chansons, il connaît tous les musiciens. Il a travaillé avec. Ça se voit dans Masked Anonymous, le film de 2005 qu'il a coécrit, dans lequel il joue, qui est pas terrible, qui est un peu bordélique, mais justement où pareil, il va revisiter plein de musiques classiques, du folklore américain, notamment la musique du Sud. D'avoir un talent comme Scorsese pour faire un film comme ça, avec plus d'ambition pour Masked Anonymous. Enfin, ça aurait été en fait ça aurait été plus beaucoup intéressant. mieux. Ouais, surtout en plus le Scorsese de l'époque, et qui avait quand même un genre de regain de vitalité après les années 90. Mais c'est vrai que surtout ces différents avatars de fiction, moi je sais que je suis vraiment fasciné à la fois par le film de Peckinpah et je trouve assez malheureux, parce que quand il veut, quand même, il peut bien jouer, Bob Dylan. En plus, c'est un mec qui est quand même hyper charismatique, qui maintenant arrive à avoir une pure voix, et qui malheureusement, je pense, s'en contrefout totalement de la fiction. Il essaye pas de jouer. Non, il est lui, quoi. Il est filmé, il s'habille comme dans la vie, avec ses chemises western. Et après, vu que c'est déjà un acteur dans le monde réel, on va faire ça comme ça. Du coup, ça voudrait rajouter une couche. Alors là, puis je pense que c'est un acteur qui a qu'un seul personnage, c'est Bob Dylan, de toute façon. C'est son personnage qui travaille depuis. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les documentaires. Ah bah oui, moi je trouve ça. D'ailleurs, je trouve ça assez. Même que justement, moins tu connais Dylan, et finalement quelque part plus c'est passionnant, parce que le côté énigmatique du personnage fait que ton imaginaire est prêt à accepter énormément de choses de lui. Et ça, je trouve que en musique, c'est pas si courant que ça d'avoir un artiste qui, en dehors du fait d'avoir un univers où ton imagination peut se balader, mais qui lui-même, en tant que personnage, débloque quelque chose, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là avec lui, tu vois. Alors que je suis pas un fanatique de Dylan. Mais par contre, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant, quoi, chez ce personnage-là. C'est ce petit mec-là qui effectivement, dans le film de Scorsese, d'ailleurs, dans No Direction Home et dans Look Back, dès qu'il est sur scène,
tu vois le côté magnétique. Et quand tu vois les réactions du public dans le film de Scorsese, dans The Rolling Thunder Review, quand la lumière se rallume et tu vois les gens qui sont comme s'ils se réveillaient de quelque chose, quoi. Qui était comme en transe. Ah ouais, non, et je pense que ça c'est pas du chiquet, quoi. C'est pas joué. Je pense que les gens, ça résonnait vraiment avec leur âme à un moment donné, quoi. À propos de trance et d'âme, justement, on va écouter un petit dialogue, en tout cas un petit monologue de Allen Ginsberg qui parle du sens de la Rolling Thunder Review. We phantoms are assembled at the end of the Rolling Thunder tour. Roger, let's go, Luther. We started out trying to recover America. We discovered a certain amount of truth about ourselves. Old friends who thought their loves had been lost were able to get together and face each other eye to eye and sing over an electrical microphone to please the desires of myriad young yearners who had been seeking some kind of union and community and saw there an image of that, or saw flashes and fragments. Take from us some example, try and get yourselves together, clean up your act, find your community, pick up on some kind of redemption of your own consciousness, become more mindful of your own friends, your own work, your own proper meditation, your own proper art, your own beauty. Go out and make it for your own eternity. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, nous parlons toujours de Bob Dylan et c'était Allen Ginsberg qui parlait de peut-être le sens profond de la Rolling Thunder Review, la tournée de Bob Dylan en 1975-1976. Et donc justement, Allen Ginsberg, c'est un personnage très important pour Bob Dylan et pour la culture américaine de l'après-guerre, tout simplement, puisque c'est un des trois grands noms donc, de la Beat Generation avec William S. Burroughs et Jack Kerouac. Et Bob Dylan n'a jamais caché l'influence que la Beat Generation et notamment Ginsberg et Kerouac, parce que Burroughs étant beaucoup plus à part dans son univers et dans ses névroses paranoïaco-industrielles, drogués aussi. Drogués. Oui, enfin, ils étaient tous drogués de toute façon. Et donc c'est. Kerouac était plutôt alcoolo, non, c'est pas ça. Oui, il était plutôt alcoolo. Ouais, c'était plutôt l'alcool, Kerouac. Il détestait la drogue parce que pour lui c'était vraiment un truc de hippie. Et vu qu'il était entré dans la fin de sa vie dans une période assez réactionnaire sur le mouvement hippie, à l'inverse de Ginsberg, qui lui a fumé beaucoup de joints, qui lui a pris à peu près tout ce qui lui passait sous la main. Et c'est vrai que donc le rapport de Dylan à la fois à la littérature américaine et à la Beat Generation est extrêmement important. Il a dit lui-même, et j'ai lu Kerouac quand j'avais 13-14 ans et ça a changé ma vie à tout jamais. Et on le voit à un moment dans le film justement qui va avec Ginsberg sur la tombe de Kerouac pour aller réciter des poèmes, pour aller boire un coup. C'est une très belle scène d'ailleurs. C'est une très belle scène où tu vois vraiment qu'il est vraiment ému de voir la tombe de Kerouac, qui était un de ses héros, avec Ginsberg, qui est un autre de ses héros mais qui lui est encore vivant puisqu'il est mort en 1997, Ginsberg. Et Ginsberg c'était quand même un peu le pas grand prophète mais le grand, le patron, le daron. Ouais, un genre de presque théoricien spirituel pour toute la bande de l'époque, ce qui était en plus il avait 10-15 ans de plus que les autres, quoi. En plus à l'époque c'était un peu dans les années 50 un des mecs les plus haïs d'Amérique parce qu'il était poète communiste, juif et homosexuel, donc c'est ce qui fait quand même beaucoup pour un seul homme. Il y en a qui cherchent la merde aussi. Ouais. Et les poèmes de Ginsberg et l'aura qu'il avait à la fois en termes presque de chaman a été très importante pour Dylan, et c'est aussi pour ça qu'il l'a embarqué dans sa Rolling Thunder Review, parce que c'était non seulement à la base un spectacle musical mais aussi un spectacle de poèmes, pour y avoir peut-être même du cirque, un peu un grand Barnum quoi. Pour en revenir toujours à dimension foraine, à la différence avec les années 60, c'est que dans les années 60 Dylan a une position de leader qui l'emmerde profondément, parce que il a fait de la musique assez subversive, il a réussi à recomposer à travers le folk et le blues l'héritage américain. Il a modernisé la musique américaine. Mais il ne veut pas de ça en fait, et c'est dans les années 70 il fait une sorte de sécession et il crée sa propre Amérique en quelque sorte, et il dit voilà, mon panthéon c'est celui-là avec ces mecs là, et puis voilà aussi Corso, Ferlinghetti, vraiment tous les poètes là, et puis Hank Williams, les morts aussi et les vivants qui sont tous en fait avec lui. Et la Rolling Thunder Review, c'est dans cette démarche-là, c'est dire moi, mon Amérique, c'est pas celle qui existe. Je me bats plus contre, je cherche pas à la changer. Maintenant, j'ai la mienne, et c'est celle-là, et elle est quasiment parallèle, quoi. Mais surtout qu'en plus à l'époque, elle est quasiment déjà morte, parce que le côté paranoïaque, justement hyper industriel que met en scène William Burroughs dans ses romans, c'est plutôt celle-là qui va gagner plutôt que l'utopie libertaire que rêvait
Allen Ginsberg, et c'est ce dont parlait Erwan justement au début du film de Scorsese, sur cette nouvelle Amérique qui arrive, où il n'y a que des scandales, c'est la merde dans tous les sens, c'est la fin des illusions, l'Amérique part en flammes et son cadavre est presque en putréfaction. Voilà. Le nouvel Hollywood, le blockbuster est cinéma. arrivé, si on prend juste en termes de cinématographie, de cinéma, le blockbuster est arrivé, c'est terminé, il c'est reste, c'est triomphe du pognon, quoi. Et puis il reste quelques années avant, le sida, Reagan, la crise économique, la crise pétrolière, c'est les dernières années, c'est le chant du cygne, c'est le chant du cygne, c'est le chant du cygne, d'une période qui a pourtant été une période hyper violente. Mais oui. Par ailleurs, quoi, qui a été une période qui n'a pas été une période simple du tout, entre la guerre du Vietnam et les troubles intérieurs aux États-Unis, c'est une période qui a été hyper violente. Qui a été la dernière poussée libertaire. Mais qui a été la dernière tentative en fait d'avoir un autre système, et ça a a été battu en brèche. C'est pas comme dans les années 70 en Europe. Ouais, comme en Europe, oui, bien sûr. Ouais. Ce que disait Mathieu, en fait, du coup, c'est très juste. Hein. En fait, plus qu'un vampire, ouais, en fait, il s'est créé sa propre Amérique pour le chant du cygne. Allez, une dernière virée, puis on se casse, quoi. Mais c'est ce qu'il fait constamment, même encore maintenant, parce que les 3 derniers albums de Dylan sont des albums de reprise, qui est un art très particulier, je trouve très difficile, et Dylan avec ses albums arrive à le faire extrêmement bien. Ou pareil, et qui avait déjà été magnifié par Johnny Cash à la fin de sa vie dans les années 2000, donc c'est pas facile il de faire des albums de reprise. Dans les années 70, de 90. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'il fait, et il revisite la culture populaire américaine des grands chanteurs, notamment dans son album A Triplicate. C'est beaucoup de chansons chantées par Frank Sinatra, mais pas les tubes, que les trucs un peu pas connus, et qui revisite à sa manière. C'est un truc qu'il fait constamment. Et ça, c'est un truc qui est depuis le début de sa carrière, c'est que Dylan, en plus d'être un artiste transcendé et inspiré, c'est un musicologue. Vraiment, c'est un musicologue qui a commencé la musique en allant dans les bibliothèques, en écoutant des milliers de disques, en apprenant les chansons par cœur. C'est un littéraire, c'est un esprit littéraire. Dylan, quoi. Enfin, c'est pas. Il connaît des poésies par cœur. Faut surtout pas réduire sa musique à de la musique de bibliothèque et à de la musicologie à la librairie du Congrès, mais il a cette dimension-là de musicologue, et c'est un des meilleurs musicologues. Et il avait d'ailleurs une émission de radio qui est très intéressante qui est disponible sur Internet, ou en CD aussi. Ou en CD, où il s'est sorti, ce qu'on trouve encore, je crois, sur le site, où c'était toutes les semaines, il passait de la musique pendant le temps qu'il voulait, parce que un peu comme Joe Strummer avait eu au début des années 2000 sur la BBC. Il y a plusieurs émissions formidables où justement ils partageaient leur savoir musical, ils parlaient des artistes, ils parlaient de l'influence, il parlait des contextes. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que moi, un autre de mes artistes favoris, c'est Neil Young. C'est vraiment 2 démarches totalement différentes. Neil Young, quand on lit ses biographies et tout, on a l'impression qu'il n'a jamais vraiment écouté de musique, à part à la radio. Il écoutait un peu Dylan, un peu Elvis, parce que c'était la musique de l'époque, et qu'il mettait ça limite au même niveau que les chansons qu'il entendait à l'école ou que les chansons traditionnelles, ce qui était peut-être le cas, et qu'après, il a été... C'est juste purement sorti de lui, et involontairement quasiment. Et Dylan d'ailleurs l'a reconnu, et dans le début des années 70 il se sait finalement dépassé par ce genre d'artistes, même si c'est surtout Neil Young, qui finalement font quelque chose de purement personnel, purement transcendantal, alors que lui a fait toujours quelque chose de très cérébral, en se demandant comment avoir un coup d'avance sur tout le monde, même si c'est pas de la stratégie commerciale ou quoi, c'est de la démarche artistique, mais en essayant de retourner aux sources, tout en étant et voilà, d'un album comme Harvest qui est parfait à tout point de vue musical, et une chanson comme Heart of Gold, Dylan, quand il l'a entendu, il a pété un câble, il s'est dit putain, c'est ce que j'essaye de faire depuis 10 ans, depuis 15 ans, et le mec, c'est une sorte de semi-gogol, et combien d'artistes se sont dit ça quand Dylan a fait ses premiers morceaux, en disant putain, mais oui, bien sûr, c'est ça que j'aurais dû écrire. Mais Dylan, c'est de la pure chacun son tour, quoi. Mais Dylan, c'est pas dit ça de tout le monde, tu vois. Non. C'est clair. Quand il écoutait Donovan, il disait pas ça pour le coup. Après, il est sympa parce que voilà, il emmène des musiciens de moindre talent avec lui, comme Roger McGuinn, qui sont des super musiciens, mais qui... Bon, qui a l'air très sympathique. Ouais, puis là, les Birds et tout, c'est pas rien, mais bon, c'est rien. Enfin, c'est des mecs qui auraient pas existé. Ouais, il y a Johnny Mitchell aussi qui vient faire un petit tour. Voilà, d'ailleurs, dans Ronaldo et Clara, il y a une actrice qui chante une chanson qui est super bien. Et j'ai oublié son nom, mais elle joue dans des films de Wes Craven et tout. Et je me dis, il faudrait que j'écoute des disques à elle. Et en fait, c'est une actrice. Allez voir au moins pour Ronaldo et Clara, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai que le film est compliqué à voir, mais toutes les parties musicales sont vraiment intéressantes, et du coup, il faut essayer d'aller à l'essentiel. Il y a la liste un peu les scènes de fiction. On peut trouver la liste des chansons, il y en a au moins une trentaine. Parce que c'est un film très bizarre où, en plus de la tournée, Bob Dylan réalisait son propre film semi-autobiographique, expérimental, semi-documentaire et documentaire sur la tournée, sur la fin, on va dire, sur la fin de son couple, les rapports avec celle qui allait être son ex-femme. Je pense qu'il essayait de faire plus ou moins ce que Scorsese fait là, de façon du coup un peu scolaire, et après la bataille, il essayait de faire une fausse biographie.
Mais est-ce que le truc de Scorsese, ça serait pas de terminer finalement d'offrir une version satisfaisante de Reynaldo et Clara, c'est-à-dire parce que c'est vrai que Reynaldo, c'est un film qui a été très dur à voir pendant très longtemps, qui est ressorti en fait il y a 1 an, 2 ans à tout casser. Il est ressorti vraiment. Il est ressorti, il a été édité, je crois, en DVD. Il y a peut-être pas diffusé au cinéma, mais parce qu'à l'époque il a eu une petite sortie, puis après. Voilà, mais ça a été un four complet, et peut-être que, alors, est-ce que Scorsese l'a vu à son époque? Est-ce qu'il a dû réussir à le voir? Voilà, est-ce qu'il a ressenti une insatisfaction? Est-ce qu'au bout d'un moment, en discutant avec Dylan, enfin, je sais pas. Ça serait intéressant de savoir un peu comment est-ce qu'ils ont mené, justement. Peut-être qu'on en saura plus. En tout cas, ils ont probablement eu accès leur barque, quoi. Au master, parce que la qualité des extraits dans le film, la qualité des archives est absolument prodigieuse. C'est qui a trouvé les archives d'ailleurs? C'est une démarche de recherche de la part de Scorsese ou c'est Dylan qui a contribué Je pense qu'il y a les deux. Dylan, il doit bien suivre ses archives. Après, Scorsese aussi, il a ses propres archiviste dans sa cinémathèque personnelle. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes à plein temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des images qui sont tournées par Scorsese, notamment les images au début du bicentenaire. Je suis pas sûr, hein, mais les images où dans la rue à Manhattan, avec le World Trade Center, tu vois, je me demande si c'est pas Scorsese qui a tourné ça, mais pour lui en fait. Si c'est pas des images qui. J'en sais rien. Ou un pote à Scorsese, parce que New York 65, tu vois, 76. C'est l'année de Taxi Driver en plus, quoi. Messieurs, dames, on va devoir s'arrêter là malheureusement, donc évidemment on va pas vous conseiller d'écouter Bob Dylan, hein, ça me semble évident de toute façon, voilà, c'est le plus grand artiste du siècle. Après Booba quand même. Bien sûr. Ouais. Booba. Booba a pris la suite en fait. Ouais, voilà, c'est ça, Booba c'est le nouveau Dylan. Donc très rapidement messieurs, dames, les coups de cœur, docteur. Moi ce sera un double coup de cœur, la série britannique Soft Cliff, voilà, une série... plutôt glauque, un petit peu dans la lignée de comment s'appelle cette série, bon bref, une série glauque britannique en 4 épisodes, et un autre film assez glauque aussi, K19, le piège des profondeurs de Catherine Bigelow, vachement mieux que dans mon souvenir. Voilà Mathieu. Moi ça m'a permis l'émission de me replonger dans l'encyclopédie de Dylan qui a été faite par Michael Gray, qui est vraiment bien. Et je vais quand même avoir comme coup de cœur le dernier album de PNL. Voilà. Et je fais une grosse bise à Erwan, notre ancien timonier. Voilà, carrément fleuré. Chant du cygne, en fait, encore une fois, avec gros coup de cœur pour Opération Frisson et pas son arrêt, hein, mais pour l'émission, donc formidable émission de passeur critique de cinéma déviant. Merci Yannick pour tout ce que tu m'as apporté personnellement, et puis on espère te revoir très bientôt. Bisous Erwan aussi. Carla. Rien. Rien. On va faire bisous à Erwan. Vivement les vacances. Voilà, fin bisous à Erwan comme tout le monde. Et fuck le 17. Voilà, et fuck le 17. Et moi donc ce sera 2 choses. Comme Thibaut, Opération Frisson et sa fin, ça me fait comme une petite quelque chose parce que ça fait 15 ans qu'on le suivait. Et sinon un film de Perret et Portabella, Q Adedac Vampire, film expérimental semi-documentaire sur le tournage des Nuits de Dracula de Jess Franco. Un film absolument incroyable. Merci à Gal pour la technique. Merci messieurs dames d'avoir participé à cette émission. Merci Mathieu d'être revenu. Il a pas de coup de cœur, Gal? Tout à l'heure il m'a dit non. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la mixtape Dylan. Et d'ici là, bonnes vacances. Ciao, bonsoir. Bronzez bien. Salut.